Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture. Vu que j'ai lu mes 4 livres, et dans ces 4 livres, nous avons une trilogie. Et oui, vu que j'ai lu la trilogie 93 d'Olivier Norek. Voilà, donc dans cette trilogie, on a Code 93, on a Territoire et on a Surtension, qui sont de très belles histoires, tout simplement. Alors, ce qui est bien avec Olivier Nourec, c'est que non seulement il a une très bonne plume, que ça monte crescendo, voilà, et en plus qu'il écrit de très très courts chapitres. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages entre les chapitres, ce qui est très très bien. Du coup, on n'a pas peur de s'ennuyer. Alors, comment vous expliquer l'histoire? Je vais pas vous raconter toutes les histoires. Enfin si, je vais tout vous raconter, mais je veux dire pas en détail. Dans la première histoire, on commence tout doucement. Voilà. On fait la connaissance de son personnage récurrent de Victor Coste, voilà, qui est flic à la SDPJ du 93, donc de Seine-Saint-Denis, voilà. Et on va faire la connaissance aussi de toute son équipe, voilà, de ces personnes. Alors, dans Code 93, on va être sur une affaire assez, comment dire, à la base, assez étrange, mais c'est pas vraiment l'enquête qui compte en elle-même, c'est surtout la psychologie des personnages. Voilà, parce que là, on va vraiment faire connaissance de Victor, voilà, ses difficultés avec les femmes, et puis on va faire la connaissance de tous les membres de son équipe, ce qui est assez intéressant. Voilà, bon, l'histoire est très bien, hein, voilà, j'ai rien à dire par rapport à l'histoire, elle est intéressante. Mais c'est, comment dire, c'est un amuse-bouche. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un amuse-bouche. Alors, c'est un très bon amuse-bouche, hein, je dis pas le contraire. Voilà, on a deux scènes assez glauques, voilà. Mais voilà, c'est une petite entrée en matière, hein. On va dire ça comme ça. Dans Territoire, voilà, on va être dans quelque chose d'un peu plus complexe vu qu'on va être donc toujours avec Victor Coste et son équipe. Donc là on les connaît un petit peu mieux, hein, on connaît un peu plus la complexité des personnages, on connaît un peu leur vie privée de chaque membre de l'équipe de Victor. Voilà. Et là on va être dans un trafic de drogue tout simplement, on va être dans une ville qui est pas loin de la Seine-Saint-Denis. Alors pardon, mais le livre pèse une tonne. Voilà, donc j'essaie de réveiller mon bras, voilà, qui pèse lourd. Voilà, donc on est dans un trafic de drogue. On va être avec des trafiquants qui vont tout simplement se faire tuer, voilà, par d'autres trafiquants. Voilà, c'est une question de territoire, tout simplement. Et on va vite se rendre compte que ce n'est pas forcément la faute des trafiquants. C'est plus la faute de la mairesse de cette ville qui tient sa ville d'une main de fer. Voilà, comment dire, on va être avec, en fait c'est elle qui tient les trafiquants, qui sait quand, comment dire, quand apaiser la ville et quand la mettre à feu et à sang, tout simplement. C'est elle qui a le pouvoir. Et on sent que c'est une femme très tenace et voilà, et donc on va être, ça va être principalement elle, le, comment dire, qui tient les ficelles de ce trafic, et on va comprendre comment elle fait en fait pour tenir en laisse ces fameux trafiquants. Voilà. Et dans la troisième histoire, alors excusez-moi, mais le livre pèse une tonne, donc je vais essayer de, voilà, je vais essayer de vous le faire voir comme ça va pas être évident vu que je suis pas gauchère. Donc, dans la troisième histoire, donc dans Surtension, donc là on sent que Victor en a un petit peu marre du boulot de flic, surtout qu'il va être sur une enquête qui va, on va dire, un peu être l'enquête de trop, voilà, la goutte d'eau qui fait tout déborder, tout simplement. Et on va surtout être avec une jeune femme qui est une braqueuse
voilà, qui va vouloir inclure son frère dans son dernier braquage, qui est le braquage d'une bijouterie, voilà, qui a priori devrait bien se passer et qui va bien se passer, sauf que son frère va faire une énorme connerie qui va l'emmener directement en prison, voilà, tout simplement. Et ce frère n'a pas les épaules pour être en prison, voilà, tout simplement parce que bah, Nano, voilà, a 22 ans, qu'il est beau comme un diable, et que voilà, il n'a pas le caractère, il n'a pas la carrure pour faire de la prison, tout simplement, voilà. Donc ça va être un peu le souffre-douleur, surtout qu'il va être dans une prison euh, bah, relativement dur, voilà, avec plein de criminels, enfin voilà, il va subir les pires choses qu'on puisse subir en prison, surtout pour un jeune comme ça qui n'a pas les codes de la prison. Voilà. Et donc du coup sa sœur, se sentant responsable de lui, va tout faire pour essayer de le sortir de prison. Et elle va concocter un plan qui devrait relativement bien marcher. Voilà, donc je vais pas vous dire le plan qu'elle a confectionné. Et effectivement, son plan va marcher, elle va réussir à faire sortir son frère de prison. Et entre-temps, elle va faire sortir 4 autres prisonniers. C'est 4, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est 4 prisonniers de prison. Des prisonniers qui sont. Que s'ils sont en prison, il y a une raison, voilà, parce qu'on a carrément un pédophile. On a un mafieux. Comment dire. Oui, un mafieux russe, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et après, les autres, je sais plus trop ce qu'ils sont, mais bon, je sais que c'est voilà, que c'est des bons gros criminels. Voilà, donc même si elle a fait sortir son frère, elle a fait sortir 4 autres personnes qui auraient dû normalement rester en prison, mais bon, voilà. Et donc c'est Victor Coste qui va malheureusement avoir l'affaire en main. Et on sent que ça va être vraiment, comme le titre, une affaire en surtension. Vu que l'équipe est vraiment, comment dire, elle n'en peut plus. Voilà, parce qu'il arrive des choses assez incroyables avec ces 4 prisonniers. Voilà, ils continuent leur sévice, hein, même s'ils ont été en prison, sortis de prison, ils continuent quand même. Donc voilà, donc il va essayer, tant bien que mal, d'arrêter la personne qui les a fait sortir de prison. Il va essayer de comprendre toute l'affaire. Et voilà, et en fait, ça va être, comment dire, le bouquet final, c'est vraiment à la fin, quoi. À la fin, on tombe vraiment des nues parce que on ne s'attend pas du tout à une fin pareille. Et hop, je change de bras. Et je trouve que Olivier Norek a très bien, comment dire, raconté ses histoires, quoi. Parce qu'on sent que c'est du vécu, on sent que ce qu'il dit, ça aurait pu se passer ou ça s'est peut-être passé, enfin je sais pas. Mais on sent qu'il est de la maison, quoi. On sent que voilà que c'est vrai, qu'il a vraiment les codes de la police et que voilà quoi. Enfin, c'est des histoires assez incroyables, comme je vous l'ai dit, ça monte crescendo avec lui. Et c'est vraiment ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est vraiment que comment dire, que les chapitres sont très courts. Ce qui fait que du coup, on est dans l'histoire du début jusqu'à la fin. Et on ne peut plus s'arrêter de les lire. Parce que moi, j'ai lu les 3 d'un coup. Je n'ai même pas été, comment dire, dégoûtée de les lire. Parce que des fois, quand on a des intégrales comme ça, on se dit, je vais lire un livre. Et puis, je lirai le deuxième un peu plus tard. Je vais en lire d'autres avant. Ouais, avant de continuer la série. Alors que là, moi, je me suis dit, non, je vais essayer de lire les 3 d'un coup et je les ai lus, mais comme ça, quoi. Ça a été, euh, ça a été assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je connaissais Olivier Norek de par son livre Surface, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Voilà. Parce que pardon, parce que ça, je sais que ce sont ses 3 premiers bouquins qu'il a écrits, qu'il a écrit avec ses tripes, et enfin, je pense que tous ses livres, hein, il écrit avec ses tripes. Mais voilà quoi, je sais que c'est ses 3 premiers bouquins qu'il a le plus vendus. Et c'est, je comprends que tout le monde, que beaucoup de monde en tout cas, les ait aimés parce que franchement,
bah, c'est du talent pur et dur, quoi. Voilà. Je comprends qu'on puisse aimer Olivier Norek. Voilà. Je comprends pourquoi. Voilà. Je comprenais déjà pourquoi avec Surface, parce que j'avais beaucoup aimé Surface. Mais là, avec Trilogie 93, là, il m'a comblé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et surtout qu'à la fin de ce livre, il nous a écrit 3 petites nouvelles. Alors, 3 petites nouvelles. Alors, la première, moi, elle m'a glacé le sang. Voilà, pour tout vous dire. La première, alors elles sont vraiment très très petites, mais la première m'a littéralement retournée. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'écrire ça, quoi. Et les deux autres, ça a été. Les deux autres d'après, je trouve que ça a été un peu plus léger. Mais la première, moi, elle m'a vraiment glacé le sang. Donc voilà, il nous a fait cette petite surprise-là d'écrire ces 3 nouvelles-là. Et il a eu raison, parce que ça en valait vraiment la peine. Voilà. Donc Olivier Norek, Trilogie 93, aux éditions Michel Lafon. Donc, en deuxième livre, pardon, j'ai lu le livre d'Agatha Christie, La Maison du Péril, aux éditions du Masque. Voilà. Donc on va retrouver son grand détective Hercule Poirot, voilà, qui est en retraite et qui passe sa retraite en Cornouailles avec son ami Hastings, et il va faire la connaissance d'une jeune fille, Nick Buckley, qui va lui raconter un petit peu toute sa vie, voilà, et elle va lui dire que depuis un certain temps, elle subit des accidents qui pourraient mettre fin à ses jours. Donc elle a l'impression qu'on veut attenter à sa vie, tout simplement. Et donc du coup, ça, comment dire, ça fait s'interroger Hercule Poirot, qui voudrait en savoir un petit peu plus, donc elle lui raconte tout ça. Et puis, il va avoir l'idée de, comment dire, d'aller avec elle dans sa propriété, voilà, et d'interroger, comme ça il va pouvoir interroger tous ses amis et tous ceux qui, enfin comment dire, le personnel de la maison, et aussi il me semble qu'elle a des, comment dire, comment on appelle ça, pas des colocataires, mais des gens qui sont venus passer des vacances pas loin de chez elle, voilà. Et donc Hercule Poirot va s'interroger, il va essayer de comprendre, il va se poser beaucoup de questions. Surtout qu'au cours d'une soirée de feu d'artifice, la cousine de cette Nick Buckley va tout simplement trouver la mort. Voilà. Donc Hercule Poirot va se poser la question, est-ce que ce n'est pas Nick Buckley qu'on a essayé d'assassiner et qu'on a cru avoir assassiné, et qu'au final on a assassiné sa cousine, ou est-ce que c'est vraiment sa cousine qu'on a voulu assassiner, et pourquoi dans ces cas-là on a voulu l'assassiner. Donc du coup Hercule Poirot va se poser beaucoup de questions, il va faire beaucoup d'aller-retour, il va croire que c'est ça, et puis au final il va dire bah non, ça doit être autre chose. Il va passer son temps à réfléchir, à se poser les bonnes questions, tout ça. Et moi j'ai trouvé que c'était un petit peu long quand c'était ça, parce que je trouve que Agatha Christie dans cette histoire fait tourner un petit peu bourrique, un petit peu beaucoup même, bourrique Hercule Poirot. Et et c'est ça que j'ai trouvé dommage, surtout que la fin, bon bah quand on sait qui est vraiment la personne responsable de tous ces soi-disant accidents, et qui a causé la mort de la cousine de Nick, je trouve que voilà quoi, pour moi c'est tombé un petit peu à plat, je m'attendais un petit peu à autre chose, voilà. Donc j'ai trouvé que ça a été un petit peu long. Bon, ça a été une bonne histoire quand même, parce que ça a été simple à lire, mais un petit peu long, voilà. Donc si vous êtes intéressé quand même, allez-y, hein, si vous aimez l'auteur Agatha Christie, lancez-vous. Peut-être que vous l'avez pas encore lu, donc allez-y. Donc Agatha Christie, La Maison du Péril, aux éditions du Masque. Voilà. Donc en troisième livre, j'ai lu Anne-Arsène Lupin, Les Dents du Tigre d'Anne-Louise Perena, par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. À savoir qu'il y a une suite à ce livre. Donc là, ça sera Les Dents du Tigre. Alors attendez, il faut que je lise. Les Dents du Tigre, Le Secret de Florence. Sauf que moi, la suite, je ne l'ai pas. Donc je vais vous raconter l'histoire en gros. Et par contre, je ne pourrai pas, dans le prochain bilan lecture, vous dire la suite, vu que je ne l'ai pas. Donc dans cette histoire, on est tout d'abord chez le préfet de police, voilà, qui doit ouvrir un testament.
le testament de Cosmo Mortington, voilà. Et il va ouvrir ce testament devant 5 personnes, voilà, 5 personnes qui ont connu Cosmo, voilà. Donc soit pendant la guerre, soit pendant sa vie, voilà, hein, etc., etc. Et donc il va charger Don Luis Pereira, dit Arsène Lupin, de bien vouloir retrouver les héritiers, enfin les potentiels héritiers, pour pouvoir justement donner l'argent qu'il faut, hein, voilà, ces fameux héritiers. Et s'il ne trouve pas ces fameux héritiers, l'argent lui revient à lui. Tout l'argent, tout l'héritage lui revient à lui. Donc il essaie de trouver les héritiers, sauf que problème, un des héritiers est, comment dire, est pas condamné à mort, mais il reçoit une lettre de menace. Apparemment, il devrait bientôt mourir. Donc ça intrigue Arsène Lupin. Donc il va voir la fameuse victime qui devrait mourir. Il essaye tant bien que mal d'empêcher ça. Malheureusement, cette personne va mourir. Voilà. Et on va accuser tout simplement Arsène Lupin. Voilà. Parce que on sait que si il n'y a pas d'héritier, c'est Arsène Lupin qui reçoit tout l'argent de l'héritage. Et donc du coup, on pense que c'est lui qui qui a commis ce meurtre et qui pourrait éventuellement en commettre d'autres. Voilà, parce qu'il va trouver d'autres héritiers. Et voilà. Sauf qu'il va de cesse de ne prouver son innocence. Et je trouve que ça a été relativement bien fait par l'auteur. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien Arsène Lupin, sauf que... Pardon. Comment dire, les enquêtes sont assez complexes, elles sont assez... Enfin, pas compliquées à comprendre, mais c'est toujours un peu farfelu. Voilà. Parce que... et ben disons que je vais jamais m'en sortir. Parce que Arsène Lupin débarque, qu'il comprend tout ce qui se passe, qu'il arrive en claquant des doigts à prouver son innocence, qu'il a comment dire, une intelligence extraordinaire et qui arrive par un tour de passe-passe à prouver que ce n'est pas lui et voilà quoi. Mais je trouve que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait que ça se lit tout seul en fait. Donc même s'il y a des situations un peu abracadabrantes, moi ça ne m'a pas trop gêné. J'aime toujours autant la plume de l'auteur. Donc voilà. Et surtout la malice d'Arsène Lupin, voilà, pour résoudre toutes ces enquêtes. Ouais, voilà. Donc pour résoudre toutes ces enquêtes. Donc Arsène Lupin, Les Dents du Tigre, Don Luis Pereira par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette Le Monde. Si vous êtes intéressé, allez-y. Et en dernier, donc je me suis lancée dans une lecture très complexe. Voilà. Donc je me suis lancée dans Les Enfants de Dune de Frank Herbert. Alors comment vous dire, Frank Herbert, c'est Frank Herbert. C'est oh là là, je vais jamais y arriver. Une lecture complexe. C'est des complots, c'est des trahisons, tu peux faire confiance à personne dans ces histoires. T'essayes, t'as des bons passages, voilà, il y a des très bons passages. Il y a les personnages sont intéressants, il y a des personnages attachants, d'autres moins. Il y a des personnages qu'on adore retrouver, il y a des personnages qu'on a envie de retrouver. C'est Frank Herbert, voilà. Donc là, ici, dans Les Enfants de Dune, on va retrouver les enfants de Paul. Paul qui a disparu, qui était le messie, voilà, qui devait sauver Arrakis, qui a tout simplement disparu, on n'a pas retrouvé son corps. Donc là, on va être avec ses enfants, des jumeaux. Donc on va être avec Leto et... Oh, je sais jamais le nom de la fille. Leto et Ganima. Je crois que c'est ça, hein, c'est Ganima. Oui, il me semble que c'est Ganima, si je me trompe pas, mais il faudrait que je retrouve son nom. Ganima, ouais, c'est ça. Ganima. Donc Leto et Ganima, qui, qui ont respectivement 9 ans. Voilà.
et qui ont, comment dire, un corps d'enfant, mais un esprit d'adulte, enfin même plusieurs esprits d'adulte, voilà. Et donc ces enfants, les enfants de Paul, veulent absolument retrouver leur père, ils pensent que leur père est toujours en vie, et ils veulent absolument le retrouver. Sauf que dans cette histoire, Jessica, la maman de Paul, va revenir sur Arrakis parce qu'elle veut voir ses petits-enfants tout simplement. Et elle veut aussi revoir sa fille Alia qui est, comment dire, possédée, tout simplement. C'est une abomination. Elle est possédée par un esprit assez relativement maléfique, voilà, qui est le baron Vladimir Harkonnen, voilà, qui a pris l'esprit d'Alia et qui veut absolument tuer toute la famille des Atreides, voilà. Et donc Jessica, elle le sait et bah, elle essaye de, comment dire, de protéger les jumeaux. Sauf que les jumeaux, je pense qu'ils peuvent se protéger tout seuls, tout simplement. Alors j'ai bien aimé, c'est compliqué hein, parce qu'il y a, effectivement, il y a des bons passages. Hein, je peux pas dire, voilà, il y a des passages vraiment entre Jessica et les jumeaux, je trouve que c'est des bons passages. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, heureusement d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de dialogues dans ce livre, parce qu'il n'y aurait pas de dialogue, franchement, je me ferais chier. Je tiens à le dire, je me ferais vraiment chier. Je pense que je le lirai même pas en fait. Mais il y a des très très bons passages, il y a des très très bonnes réparties entre les personnages. Je trouve que les personnages de Jessica et des jumeaux étaient des très très bons, voilà, de très très bons passages. La fin était très bien. Elle était très bonne parce que je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Sauf qu'il y a des passages très très complexes, quoi. Parce que là, dans ce livre-là, bah, c'est toujours pareil. Hein. Frank Herbert nous parle de politique, il nous parle d'écologie, il nous parle de religion, il nous parle de. Enfin voilà quoi, de philosophie. Et si t'as pas fait des études de philo, si t'as pas. Enfin voilà, si t'es pas penché sur la religion, si t'es pas. Si t'es pas écolo, tout ça, enfin voilà, c'est des sujets complexe et surtout que tu es sur une planète qui n'existe pas vu que tu es dans de la science-fiction. Donc enfin, je sais pas quoi. C'est c'est dur à le comprendre. C'est très très dur à le comprendre. Après, si vous aimez la SF, pardon, et si vous connaissez Frank Herbert et que vous avez envie de relire Dune, parce que ben voilà, ça vous plaît, bah allez-y quoi. Voilà, vous ne serez absolument pas déçus. Si vous l'avez déjà lu, donc voilà, ce sera juste une relecture. Sauf que pour moi, c'est relativement complexe. Alors, je vais quand même continuer de lire les livres, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça sera dur pour moi pour vous les expliquer. Parce que, bah, on n'est pas dans le même monde, tout simplement. Voilà. Donc, Frank Herbert, Les Enfants de Dune. Alors là, moi, pour moi, c'est les éditions Françoisir. Voilà. Donc, voilà pour mon petit bilan lecture. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, mes prochaines lectures. Donc, je m'en vais avec Ken Follett, Pour rien au monde, chez les éditions Robert Laffont. Donc livre, j'en suis à plus de la moitié. Voilà. Donc là, on va nous parler d'une crise internationale, une guerre nucléaire qui pourrait éventuellement frapper la Terre, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Il nous parle de... Ben, je sais pas, bon, il nous parle de... Oui. Il nous parle de djihadistes, il nous parle de la Chine, de la relation entre la Chine et la Corée, voilà, il nous parle de la présidente des États-Unis, parce que les États-Unis sont dirigés par une femme dans ce livre, voilà. Et il nous parle de la vie d'être présidente des États-Unis, du poids de cette fonction, voilà. Parce que bah, c'est pas évident quoi d'être mère de famille et en même temps euh, présidente des États-Unis, c'est pas voilà, c'est le rôle d'une vie, je pense. Voilà, mais t'as le poids du monde sur tes épaules et c'est pas évident de concilier sa vie d'épouse et de mère et sa vie de présidente. Voilà, de dirigeante d'un pays immense parce que les Amériques, c'est un pays immense. Voilà. Donc voilà de quoi il nous parle et moi j'ai été relativement euh, surprise au début parce qu'il y a beaucoup de pages entre les chapitres. C'est une histoire très politique, ça faut le savoir, voilà, c'est très très politique. Mais je trouve que c'est une bonne histoire et j'ai vraiment été étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui ait aimé ce livre.
Voilà, il y a des gens qui se sont arrêtés à 200 pages parce qu'ils n'étaient pas intéressés par l'histoire. Et moi je trouve que c'est dommage parce que c'est une très bonne histoire. Alors certes, ce n'est pas comment dire, le sujet de Ken Follett, parce que normalement Ken Follett c'est plus roman historique, là il change carrément de registre, mais je trouve que c'est un très très bon sujet quand même. Voilà, donc voilà ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc je suis bientôt, je suis à plus de la moitié du livre, et j'aime bien. Voilà, ça sera pas un coup de cœur, mais ça sera une bonne lecture. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. En deuxième, j'ai l'intention de lire Éric Emmanuel Schmitt, La Porte du Ciel, donc aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est son deuxième tome de sa traversée des temps, de sa... Alors, comme va y avoir 8 tomes, voilà, d'une... enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà. Donc voilà, hein, je vais vous faire montrer aussi je vais lire, oh là là, je vais pas y arriver. Je vais lire aussi Sherlock Holmes, le chien des Baskerville. Voilà, que je vous avais présenté dans un book haul. Voilà, c'est une édition que je commence à, comment dire, à acheter, hein, que j'achète chez mon marchand de journaux, donc à mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, donc c'est une édition qui sort toutes les 2 semaines. Voilà, c'est toutes les histoires de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Voilà, vous voyez le livre, c'est un très très beau livre, c'est un hardback, hein, et vous voyez l'intérieur, voilà, qui est très très bien fait, je trouve. Voilà, à l'intérieur il y a des petites illustrations. Voilà. Et Sherlock Holmes, j'ai jamais lu, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans ce livre-là. Et je commence un peu à faire la petite collection. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 livres. J'ai 4 livres de Sherlock Holmes. Voilà. Et en dernier, donc j'ai l'intention de continuer la série de Dune, l'Empereur Dieu de Dune, de Frank Herbert. Voilà. Donc là, on va être 5 siècles plus tard. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Alors attendez que je range tout. Hop, hop. Et hop. Et je vais vous présenter donc le livre que je me suis acheté donc jeudi. Voilà, je me suis acheté donc la suite de Sherlock Holmes, un scandale en Bohème d'Arthur Conan Doyle que vous pouvez acheter chez votre marchand de journaux comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là dans cette histoire, alors attendez, hein, je vais lire l'histoire parce que je l'ai là. Donc on est en mars 1888 et on va demander à Sherlock Holmes de bien vouloir venir d'urgence. Voilà, de bien vouloir venir pour, comment dire, pour une affaire assez complexe, voilà. Donc, en ce mois de mars 1888, Sherlock Holmes a reçu un étrange message, le priant de se concentrer sur un cas de la plus haute importance. À 3 jours du mariage de Sa Majesté, alors attention le nom, hein, Wilhelm Gottreich Sigismund von Ormstein, roi de Bohême, une affaire de cœur risque de déstabiliser le royaume. Donc voilà, un scandale en Bohême, et là on va retrouver donc nos 2 protagonistes, donc Sherlock Holmes et Watson. Voilà. Donc voilà pour ce bilan, pour mes prochaines lectures et pour le livre que je me suis acheté jeudi. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus donc pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye.